Hello everyone, salut et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, n'hésite tout simplement pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à partager la vidéo, à liker. Surtout, laisse en commentaire ce que tu en penses, tes incompréhensions, tes amendements et ce que tu aimerais avoir comme contenu sur cette chaîne en ce qui concerne l'informatique et les technologies. Dans cette vidéo, nous parlerons des topologies réseau, plus précisément la topologie logique. Je tiens à te rappeler qu'une vidéo sur la topologie physique a déjà été faite en présentant leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients. Tu as tout simplement besoin de cliquer en haut pour pouvoir visualiser la vidéo. Par la suite, nous présenterons quelques architectures réseau, leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients. Et enfin, nous présenterons les équipements réseau d'interconnexion ainsi que leur rôle. En ce qui concerne dans les topologies logiques, la topologie logique, à la différence de la topologie physique, définit la manière dont les informations circulent dans le réseau, alors que la topologie physique, c'est la disposition physique des équipements dans un réseau. Maintenant, nous avons comme topologie logique Ethernet. Comment est-ce que Ethernet fonctionne? Ici, Ethernet fonctionne généralement dans la topologie physique en bus. Un nœud qui veut émettre va d'abord écouter le réseau pour voir si un autre nœud n'est pas aussi en train de vouloir émettre sur le réseau. Et ici, comme on le dit, pour envoyer un message, il faut d'abord vérifier si la ligne est libre. En d'autres termes, si un nœud veut émettre, il doit écouter le réseau. Et cette topologie logique est utilisée dans la topologie physique en bus. Par la suite, nous avons le token ring ou le système à jetons. Ici, il faut disposer d'un jeton pour pouvoir émettre sur le réseau. Et elle est utilisée dans la topologie en anneau. Je t'invite à checker la vidéo pour regarder le fonctionnement de la topologie en anneau. La topologie logique FDDI, qui veut dire Fiber Distributed Interface, ici qui est toujours utilisée dans la topologie en anneau. Ici, elle fait usage d'une fibre optique multimode et elle repose sur la règle chacun à son tour. Et enfin, nous avons la topologie logique AppleTalk. Elle est similaire à Ethernet et est utilisée par les ordinateurs Mac. Maintenant, parlons des architectures réseau. L'architecture réseau renvoie à la relation logique qui va exister entre les équipements d'un réseau. Premièrement, l'architecture client-serveur, dans laquelle on a deux ou plusieurs clients et on a un serveur. Dans cette architecture, donc, le serveur, c'est un ordinateur qui est puissant en termes de capacité. Il soutient le client en lui offrant des services tels que la gestion des données, le partage de ressources et le partage d'informations. En matérialisant dans cela, nous avons un client, un deuxième client et nous avons le serveur. Nous avons dans la communication entre le client et le serveur au niveau des flèches. Il y a interconnexion entre le client et le serveur, comme nous pouvons le visualiser. Le client, donc, pour communiquer avec le serveur, envoie des requêtes. Il envoie des requêtes au serveur. Lorsque la requête arrive au niveau du serveur, le serveur ouvre le paquet, il traite la requête du client. Ensuite, le serveur envoie la réponse au client, ainsi de suite. Alors, dans cette topologie, donc, comme avantage, comme tu visualises, toutes les données sont centralisées au niveau du serveur. Visualisons les avantages. Les ressources sont centralisées. Le serveur gère toutes les ressources communes à tous les clients. Donc, nous avons une base de données centralisée au niveau du serveur. De plus, avec cette architecture, il y a une meilleure sécurité. Étant donné que les informations sont centralisées au niveau du serveur, il faudrait donc mettre tout le paquet en ce qui concerne la sécurité au niveau du serveur. Comme autre avantage, tu as l'évolutivité du réseau. L'évolutivité du réseau dans ce sens où il est possible de supprimer et ajouter des clients sur le réseau sans perturber le fonctionnement de celui-ci. Et un autre avantage aussi, c'est l'administration qui se fait au niveau du serveur. Ici, le client n'a pas trop d'importance. On n'a pas besoin de trop administrer le client, mais tout se joue au niveau du serveur, dont les données sont centralisées au niveau du serveur
les données sont sécurisées, il y a l'évolutivité dans le réseau et il y a une administration qui se fait au niveau du serveur. Comme inconvénient donc, au niveau de cette architecture, tu as le coût élevé qui peut être dû à la technicité du serveur. Là, il faut être doté des compétences d'un administrateur réseau avéré pour pouvoir bien administrer le serveur. Sinon, on va le rendre fragile. Un autre inconvénient au niveau de la panne. Imagine que le serveur tombe en panne. Il y aura paralysie totale du réseau. Donc, voilà un avantage et des avantages et quelques inconvénients de l'architecture client-serveur. Maintenant, passons à l'architecture peer-to-peer ou alors égal à égal. Dans cette architecture, chaque ordinateur joue deux rôles en même temps. Le rôle de client et le rôle de serveur. Et toutes les ressources sont partagées entre eux. Contrairement à l'architecture client-serveur, où le serveur est supérieur au client, ici, il n'y a pas de supérieur. On matérialise cela comment? On peut avoir une dizaine, une trentaine d'ordinateurs au plus qui communiquent entre eux par des câbles, tout simplement. Donc, on place les ordinateurs dans le réseau. On doit avoir au moins 10 à 30 utilisateurs. Et ici, tous les utilisateurs, comme on l'a dit, doivent être situés sur une même zone géographique. Il y a communication, il envoie la requête à l'autre ordinateur et aussitôt, il envoie la réponse. Comme avantage dans cette architecture, il y a le coût réduit au niveau du matériel, des câbles et de la maintenance. Et il y a aussi la facilité de mise en œuvre de l'architecture. Comme inconvénient, il y a l'administration qui est très difficile, la sécurité qui est très peu présente, puisque chaque ordinateur joue en même temps le rôle de client et de serveur, et aussi le nombre d'ordinateurs est très limité. De plus, généralement, on utilise cette architecture lorsque on ne nécessite pas une grande sécurité. Maintenant, nous parlerons de l'architecture à plusieurs niveaux. Premièrement, l'architecture 2 tiers ou l'architecture à 2 niveaux. Dans cette architecture, comment ça fonctionne? Le client va demander une ressource au serveur et le serveur va lui fournir directement la ressource en utilisant ses propres ressources. En matérialisant dans cela, qu'est-ce qu'on a? On a le premier niveau qui est le client, le deuxième niveau qui est le serveur. Ensuite, le client envoie une requête au niveau du serveur. Le serveur traite la requête. Là, ça fait intervenir le langage SQL. Le serveur traite la requête et aussitôt, il envoie la réponse au niveau du client. Et comme on l'a dit ici, le serveur n'a pas besoin d'une application pour fournir les services au client. Il dispose lui-même de ses propres ressources pour permettre d'apporter les réponses adéquates lors de la requête qu'effectue le client. Donc, comme tu le visualises à deux niveaux, tu as le niveau 1 qui est le client, tu as le niveau 2 qui est le serveur. Il y a communication entre le client et le serveur via des requêtes SQL par exemple. Maintenant, passons à l'architecture 3 tiers. Ici, on a 3 niveaux. Dans cette architecture, donc, comment ça se présente? Tu as le client qui va demander les ressources. Lorsqu'il demande des ressources, il demande les ressources à un serveur d'application qu'on appelle le middleware. Le middleware va donc fournir la ressource en faisant appel à un autre serveur qu'on appelle le serveur de base de données. Ce serveur donc va fournir au serveur d'application les données dont il aura besoin. Comment ça se matérialise? Tu as le niveau 1 qui représente le client. Et ici, ça peut être par exemple, si tu es sur Internet, l'interface graphique de ton navigateur. Là, tu es sur Google ou alors tu tapes une demande sur Google ou alors sur un site quelconque. Le premier niveau, ensuite le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui est ici le serveur d'application ou le middleware. Et par la suite, le troisième niveau qui est le serveur de base de données. Alors, comment ça fonctionne? Le client donc envoie
les requêtes ou alors demande une ressource qui se trouve dans le serveur de base de données, la requête donc arrive d'abord au niveau du middleware. Le middleware communiquera avec le serveur de base de données au travers des requêtes SQL, bien évidemment. Ensuite, le serveur de base de données, lorsqu'il va traiter la requête, envoie l'information au niveau du middleware qui à son tour va envoyer la réponse au niveau du client. Et là, on peut déjà visualiser quelques avantages de cette architecture. Déjà, tu as une grande flexibilité de l'architecture, tu as la sécurité et tu as aussi à ce niveau le partage des tâches. Ici, les données ne sont pas... En fait, chaque serveur d'application, chaque serveur a un rôle bien spécifique. Et ici, la sécurité est accrue puisque chaque serveur joue un rôle bien spécifique. Et il y a donc cette flexibilité-là au niveau du fonctionnement de l'architecture. En plus de cela, tu as le partage des tâches. Les tâches du serveur d'application ne sont pas les mêmes que celles du serveur de base de données, encore moins celles du client. Alors l'architecture 3 tiers est de plus en plus utilisée et nous avons aussi les architectures N tiers, 4 tiers et autres, N tiers, N peut aller à partir de 4 en évoluant et ce sont les architectures qui sont le plus utilisées de nos jours. Alors maintenant nous passerons aux équipements d'interconnexion. Les équipements d'interconnexion sont des équipements qui sont nécessaires à la liaison entre plusieurs ordinateurs dans un réseau, tout simplement. Nous avons par exemple le modem, le routeur, autant pour moi, le routeur qui va donc permettre de relier plusieurs réseaux différents en utilisant le même protocole. Le routeur dispose d'une table de routage. Si tu as besoin d'en savoir plus, tu peux demander en commentaire une vidéo pour que nous puissions t'expliquer le fonctionnement de la table de routage. Par la suite, tu as le commutateur, encore appelé switch. Comment est-ce qu'il fonctionne? Le commutateur, lorsqu'il reçoit l'information par l'un de ses ports, il lit l'adresse de destination et envoie l'information uniquement sur le port de la machine réceptrice. Généralement, on dit que le commutateur est intelligent parce qu'il sait à qui il doit envoyer le paquet. Nous avons la passerelle. La passerelle qui va permettre de relier deux réseaux locaux de protocoles différents. Nous avons le pont qui permet de relier deux réseaux de même type, comme tu peux le visualiser au niveau de la figure. Ensuite, tu as le concentrateur ou le hub qui est différent un peu du switch. Ici, lorsqu'il reçoit l'information, il le redistribue par message de diffusion à tous les ports. Mais dans ce cas, seul l'ordinateur à qui est destiné le message pourra ouvrir le paquet. Comme autre équipement, tu as le répéteur. Le répéteur, lui, il amplifie le signal, il allonge la distance du réseau. Il régénère le signal. Il prend le signal qu'il reçoit des équipements de réseau, le régénère le long d'un support de réseau plus long. Par la suite, tu as la carte réseau ou le Network Interface Card. Ici, il sert d'interface pour l'échange des données dans un réseau. Et enfin, tu as le modem qui permet de connecter un ordinateur à Internet via une ligne téléphonique. Alors, nous voici donc venus au terme de cette vidéo en ce qui concerne les topologies logiques, les architectures réseau et les équipements d'interconnexion. Si la vidéo t'a plu, n'hésite tout simplement pas à t'abonner, à liker, surtout à partager et à laisser en commentaire ce que tu as appris et ce que tu n'as pas appris. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine!